Bonjour, on va traiter l'examen national physique-chimie, baccalauréat, session normale 2018. On va d'abord lire l'énoncé brièvement et on retourne à chaque question pour chaque exercice. Chimie, partie 1. Voilà l'aperçu du sujet. Il s'agit ici de l'étude de l'ibuprofène comme acide carboxylique. Il a pour formule C13H18O2. Je vous laisse le soin de lire attentivement le texte. Pour cela, il suffit d'arrêter à chaque fois la vidéo. Donc voilà les questions. Ici, c'est l'équation de la dissociation de l'acide dans l'eau. Le titrage d'une solution aqueuse d'ibuprofène. Voilà, l'ibuprofène 400 mg. Ça, c'est le montage du dosage. Ça, c'est les courbes obtenues. Ce sont les courbes obtenues après dosage, lors du dosage. Les questions. Chimie, la partie 2. Étude d'une pile. Il s'agit d'une pile cuivre-zinc. Ça, ce sont des données. Et la réaction qui a lieu lors du fonctionnement de la pile, puis les questions. D'autres questions sur la pile. Physique, exercice 1. Sur les ondes sonores. Les ondes sonores sont des ondes mécaniques qui peuvent se propager dans des milieux différents. Elles engendrent dans des conditions bien différentes certains phénomènes physiques. Il s'agit ici de mesurer le retard de l'onde entre l'émetteur et le récepteur pour différents milieux liquides. Vous allez lire ici les questions. Ça, c'est une question. La sécurité des ultrasons dans l'eau vaut. Vous allez calculer à partir du retard, sachant que l'échelle c'est 0,1 milliseconde pour une gradation. D'autres questions. Ici, vous allez corriger après, ce serait des millisecondes ici. Ce n'est pas des secondes puisque l'échelle était en millisecondes, ça va être proche des millisecondes. Évolution physique et évolution d'un système électrique. Le schéma montre ici la charge d'un condensateur à l'aide d'un générateur de courant idéal qui fournit un courant I0 égale 0,5 microampères. La courbe ici traduit la variation de la tension ici au borne du condensateur en fonction du temps. C'est une droite qu'on va exploiter après avoir les questions. Voilà, à l'instant t égale 0, on ferme l'interrupteur K. La figure 2 de la page représente l'évolution de la tension au borne du condensateur. La première question, puis la deuxième partie, c'est la décharge du condensateur à travers une bobine. On obtient l'équation de la charge ou bien la courbe traduisant Q en fonction du temps. Voilà l'énoncé toujours. D'autres questions. Trouver Qm, T0 et Phi, calculer la valeur de L, etc., etc. Physique, exercice 3, évolution d'un système mécanique, partie 1. Ici, vous voyez sur la figure un plan incliné, un solide S, attracté par un fil peut-être, où on lui applique une force F constante vers le haut dans la direction du mouvement. O est l'origine du repère OI, supposé galiléen. Et en lisant les questions, ici, le S part de O à une vitesse initiale, ou sans vitesse initiale, pardon, grâce à la force F, il est soumis bien sûr à d'autres forces. L'abscisse de GA et T égale 0 vaut X0 égale 0. Les données sur les masses, l'angle et la vitesse au point A.
Voilà. Voilà la dernière partie en mécanique, c'est la partie 2. Il s'agit d'un oscillateur constitué d'un ressort et d'une masse S, M accrochée au ressort. Ça, la position d'équilibre est prise comme origine des espaces xg égale 0 pour la position d'équilibre. Et vous voyez ici une courbe qui donne l'énergie potentielle élastique en fonction de la position x. Les questions seront posées de telle manière à exploiter donc la courbe. Les questions peuvent être ici, donc les questions. On va commencer maintenant par l'exercice de chimie, la correction. L'ibuprofène est une molécule de formule brute cycle 13H18O2. Il est constitué de principes actifs divers médicaments de la classe des anti-inflammatoires. Cette partie vise à l'étude d'une solution aqueuse d'ibuprofène, le titrage d'une solution aqueuse d'ibuprofène, les données, la masse molaire, étude d'une solution aqueuse d'ibuprofène, le pH d'une solution aqueuse d'ibuprofène, de concentration C égale 5,10 - 2 mol par litre donne pH égale 2,7 à 25 degrés Celsius. L'équation de la réaction modélisant transformation entre l'ibuprofène et l'eau est la suivante. Voilà l'équation. Montrer que cette transformation est limitée. Calculer la valeur du quotient de la réaction QR du système chimique à l'équilibre. En déduire la valeur du pKa du couple acide sur base. Voilà donc la première question. Pour montrer que cette transformation est limitée, il suffit de calculer le taux d'avancement. Le taux d'avancement, on peut le définir à partir de cette équation. Si la quantité de matière de l'ion C13H17O2- formée sur la quantité de matière ou bien la concentration initiale en acide C13H18O2. Final initial ici, attention. Mais ça donne, d'après l'équation, H3O+, et puisque la concentration initiale, ce n'est que la concentration I initiale du C13H18O2, c'est C. Ça donne 10 - pH sur C, application numérique, 10 - 2,7 sur 5, 10 - 2, taux égal 0,0399. C'est à peu près égal 4%. Et puisque taux est donc très inférieur à 1, cela veut dire que la transformation est limitée. Le calcul de QR équilibre et la valeur du pKa. QR équilibre s'écrit, voilà, l'expression du QR équilibre. La forme basique fois H3O+ sur la forme acide à l'équilibre avec, bien sûr, la concentration effective à l'équilibre de C13H17O2- est égale à celle de H3O+ à l'équilibre, d'après l'équation de la réaction. Et ça vaut 10 - pH. Et aussi, à l'équilibre C13H18O2, équilibre veut C - H3O+, ou encore C - 10 - pH. Donc, QR équilibre s'écrit 10 - pH au carré sur C1- ou encore 10 - 2 pH sur C - 10 à la puissance - pH. Application numérique, tout calcul fait, on trouve 8,3 10 - 5. Donc, la valeur de pKa. On sait que Ka, c'est la valeur de QR à l'équilibre. Donc, pKa, c'est moins log de Ka. C'est moins log de cette valeur-là, 8,3 10 - 5. Ça donne à peu près 4,08. Titrage d'une solution aqueuse d'ibuprofène. L'étiquette d'un médicament fournit l'information ibuprofène 400 mg. On dissout un comprimé contenant l'ibuprofène selon un procédé bien défini afin d'obtenir une solution aqueuse S d'ibuprofène de volume Vs égale 100 ml. Pour vérifier la masse d'ibuprofène contenue dans ce comprimé, on procède à un titrage d'acido-basique du volume Vs par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium Na+, plus H1- de concentration Cb égale 1,94 10 - 1 mol par litre, en utilisant le dispositif expérimental de la figure 1. Voilà la figure 1. La figure 2 donne les courbes pH égale F de Vp,
et dpH égale dpH sur dVB est égal à G de VB, obtenu lors de ce dosage. Voilà les deux courbes. Nommez les éléments du dispositif expérimental numéro 1, 2, 3 jusqu'à 4. Parmi les courbes 1 et 2, laquelle est pH égale F de VB. Déterminez graphiquement la valeur de VBE versée à l'équivalence. Les questions suivantes, on les lira par la suite. Il s'agit de l'écriture de l'équation de la réaction qui a lieu lors du dosage. Première question de 1. 1, c'est quoi? C'est la solution titrante, la solution basique. Le 2, ici, c'est le pH mètre. Le 3, c'est la solution adosée, c'est-à-dire solution d'ibuprofène adosée. Et le 4, c'est une burette graduée. Parmi les courbes, laquelle est le pH est égal à F de VB, vous savez que lorsqu'on verse une solution basique sur une solution acide, toujours le pH augmente, tant qu'on augmente la solution basique. Donc, la courbe qui correspond à pH égale à F de VB, c'est une courbe croissante. Donc, c'est 1. C'est toujours croissante. Par contre, la deuxième courbe, elle est croissante, puis décroissante avec un pic ici. Donc, vous allez écrire 2, 2. C'est la courbe 1, mais l'explication pourquoi le pH augmente lorsque le volume de la solution basique versée augmente. Détermination du point d'équivalence. Vous savez que E, c'est le point d'inflexion de la courbe. Un des points d'inflexion. Il existe un ici et un autre ici. Mais le plus aigu ici, qui correspond au pic, c'est-à-dire au point d'inflexion, on peut écrire que dpH sur dVB est maximum. Si le pic ici, voilà le pic, il correspond à VBE égale 10 ml. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu lors du dosage. C'est l'ibuprofène qui réagit avec les ions H- ajoutés. Selon la réaction, il y a formation de l'ion C13H10O2- et H2O. Et c'est une réaction totale. Calculer la valeur de la quantité Na d'ibuprofène dans la solution. On va exploiter la relation d'équivalence. On peut dire quelle équivalence N de H- ajouté est égal à N0 de C13H18O2, présent dans le volume Vs de la solution adosée. Ou encore, on vous rappelle la relation CBVB, E égale CAVA. Donc, on cherche N0, donc c'est égal à CBVBE. Application numérique. Vous savez que le volume VBE, c'est 10 ml, c'est 0,01 litre. Et la concentration de la solution basique, c'est 1,94 10-1. Les calculs donnent N0, c'est 1,94 10-3. On l'a appelé, on l'a énoncé NA. 1,94 10-3 mol. Déduire la masse M de l'ibuprofène dans le comprimé et le comparer à celle indiquée sur l'étiquette du médicament. N0 est égal à M sur M, masse sur masse molaire. M est égal à N0 fois M ou encore Na fois M. On rappelle que la masse dans les données, c'est 206 grammes par mol. On multiplie par le Na, donc on trouve M égale 3,99, attention, c'est les milligrammes ici, milligrammes, et non pas grammes, parce qu'il y a ici un 10 moins 3. Donc, corriger ici, c'est les milligrammes, Donc, c'est presque la même valeur indiquée qui avait, c'est 400 mg. 400 mg, ce n'est pas loin de 399,64 mg. Chimie partie 2. Les piles constituent des systèmes chimiques dont le fonctionnement est basé sur des réactions d'oxydation. L'étude de ces systèmes permet de prévoir le sens de leur évolution et de leur évolution je répète, l'étude de ces systèmes permet de prévoir le sens de leurs évolutions et reconnaître le fonctionnement de ces piles. Cette partie vise à la détermination de la durée de fonctionnement de la pile zinc sur cuivre schématisée dans la figure ci-contre, ici.
Voilà les données, les masses, la masse de la partie immergée de la plaque de zinc, c'est 54 grammes. Le volume de chaque solution, c'est 50 millilitres. La concentration de chaque solution, c'est 1 mol par litre. Ça, c'est le farad et la masse molaire du zinc. On laisse fonctionner la pile pendant une durée delta T, suffisamment longue jusqu'à ce que la pile ne débite plus. L'équation bilan du fonctionnement de cette pile est Zn plus Cu de plus Zn de plus Cu. Recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie, c'est-à-dire le schéma conventionnel de cette pile. Choisir A, B, C ou D. Donc, on sait d'après l'équation de la réaction ici que le zinc s'oxyde. Et on sait en cours que l'oxydation s'effectue au niveau de l'anode. Donc, l'anode, c'est quoi? C'est Zn. C'est la borne moins du générateur. Et Cu, c'est la borne plus. On n'a qu'à rechercher ici dans le tableau laquelle des propositions correspond l'électrode zinc négatif, le cuivre plus. Ici, vous voyez, voilà, le plus. Et le sens du courant, c'est du plus vers moins. Le moins, c'est le zinc. Et voilà, la réponse juste, c'est la lettre C. Déterminer la valeur de la durée de fonctionnement de la pile, sachant qu'il débite un courant d'intensité égale 100 mA. La question montre que la quantité de matière du cuivre déposée est N dessus égale 5,10 moins 2 mol. Voilà les données. On doit écrire le tableau d'avancement. Attention, ça c'est la question 2. On va répondre maintenant à la question la durée de vie. De toute façon, on doit tracer le tableau d'avancement. Tableau d'avancement, ici l'équation de la réaction, M sur M c'est la quantité de matière initiale du zinc, CV c'est la quantité de matière d'ion Cu+, ici 0, 0. À l'état intermédiaire, l'avancement c'est x différent de 0. Ici, final, x est égal à x final. Ici, c'est v moins x final. Donc, ici, on répond à la deuxième question, je crois. N de 1 moins est changé. On ajoute une colonne ici pour indiquer le nombre d'électrons ou bien la quantité de matière mise en jeu. Il suffit de se rappeler des demi-équations d'oxydoréduction. Il y a un échange pour chaque mol de Cu2+ ou bien de Zn. Il y a un échange de 2 électrons, de 2 moles d'électrons. On suppose la transformation totale, car en général QR très grand, et on détermine l'avancement maximal. N finale de Zn égale 0, ou encore N finale de Cu2+ égale 0. Ça vous donne à résoudre les deux équations, M sur M moins X max égale 0, ou CV moins X max égale 0. Ça donne X max égale M sur M, ou X max égale CV. On calcule dans les deux cas, application numérique, X max donne 0,1 mol ou bien 0,05 mol. Quelle est la solution valable? C'est la valeur de X max la plus petite. Donc, X max vaut 0,05 mol. Donc, la solution valable est encadrée en bleu et le réactif limitant, c'est Cu2+. La quantité de matière N de Cu déposée est N de Cu est égal à X max est égal à 5,10 moins 2 mol. Déterminer la valeur de la durée de vie delta T de la pile, sachant qu'il débite un courant d'intensité égale 100 mA. Vous savez que on a Q égale I delta T d'une part, et en cours c'est le nombre d'électrons fois la charge élémentaire fois 1,610 moins
19 coulombs. Mais en termes de quantité de matière, on n'a qu'à multiplier par le farad. Voilà. Donc, delta T égale N de moins fois F sur I. Quelle est l'expression de NF de 1-? En regardant le tableau d'avancement, ça donne NF de 1-, c'est 2x max. On écrit, donc, delta T s'écrit 2x max F sur E. Donc, application numérique. Delta T, c'est 9580. Attention, ici, c'est 96 000. Corrigé ici. 96, pardon. Ne pas y revenir. C'est pas grave. Donc, recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. La célérité des filtrations dans l'eau vaut. Il suffit de faire un calcul et choisir la réponse valable. La longueur d'onde de l'onde des ultrasons vaut. Là aussi, il faut faire des calculs pour trouver la valeur de la longueur d'onde. On remplace l'eau par un autre liquide. On constate que le décalage entre le signal émis et le signal reçu est delta T égale 0,9 secondes. Il y a ici une erreur, ce sont des millisecondes. La célérité des ondes des ultrasons dans le liquide a-t-elle augmenté ou diminué par rapport à celle de l'eau? Justifié. Là, on va répondre étape par étape. Ça, en cours, vous avez vu que l'onde sonore est une onde longitudinale. C'est l'expérience qui le montre. La célérité des ondes dans l'eau vaut. Vous avez la vitesse de propagation C égale D sur delta T est égale à la distance ER sur le delta T. Il faut déterminer graphiquement le delta T. Si cette distance, le retard, elle correspond à cette distance. Delta T égale à quoi? C'est égal 0,1 milliseconde fois 6 gradations. Donc vous avez 6,06 millisecondes. La valeur donc c'est égale 1667 mètres par seconde. Il est proposé dans l'énoncé. C'est la lettre C. Ça correspond à la lettre C. Donc la réponse c'est C. La longueur de l'onde sonore vaut. On va chercher quelle est l'expression de la longueur d'onde. Lambda égale Ct est égal à C sur N. Application numérique. Voilà C. C et voilà N. 40 kHz. Tout calcul fait, ça donne 41,7 mm. C'est la réponse D. Donc, la deuxième question de 2, la réponse D. On remplace l'eau par un liquide. On constate que le décalage horaire entre le signal émis et le signal reçu est delta T égale 0,9 millisecondes. Toujours, je corrige ici. Donc là, il suffit de recalculer la vitesse. C'est le retard qui a changé. Delta T. Donc, la célérité des ultrasons dans l'autre liquide est C' égale D sur delta T, 0,9, mais attention, c'est en millisecondes, est égal à 1609. On trouve C' égale 1111 mètres par seconde. Donc, C' est inférieur à C, cela veut dire que la célérité des ultrasons a diminué par rapport à celle de l'eau. Physique, exercice 2, évolution d'un système électrique. Le comportement d'un système électrique dépend des éléments qui le constituent, condensateur, bobine, etc. Selon les conditions initiales, l'évolution d'un tel système peut être décrite à l'aide de certains paramètres et de grandeur électrique ou énergétique. La détermination de la capacité d'un condensateur. On réalise la charge d'un condensateur de capacité C à l'aide d'un générateur idéal de courant qui débite un courant d'intensité constante I0 égale 0,5 microampères, figure 1, voilà la figure 1, générateur de courant, capacité, interrupteur. Voilà, ici c'est la courbe obtenue, ici en fonction de t. À l'instant t égale 0, on ferme l'interrupteur K. La figure 2
de charge 4,6 représente l'évolution de la tension ici de T au borne du condensateur. Recopiez sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondante à la proposition vraie. L'expression de ici est, on va choisir laquelle des propositions est juste. Toujours c'est par calcul. Vous avez I0 égale Q sur T, la définition du courant électrique constant. Et Q égale CUC. En combinant les deux relations, on trouve I0 égale CUC sur T. Cela donne, ici s'écrit I0 sur CT. C'est la proposition B. La réponse juste c'est B. Vérifiez que C égale 0,5 microfarad. On va exploiter le graphe, la courbe UC égale en fonction de T. Sachant que l'intensité I0 vaut 0,5 microampères. D'après la courbe c'est une droite. On dit que ici est proportionnel au temps T. Et on écrit ici de T égale KT. C'est la relation 1,1. Et on sait que Q de T s'écrit CUC de T. Et c'est égal à I0 fois T. C'est-à-dire que ici de T s'écrit I0 sur C sur I0 sur C fois T. Ici de T est 0 sur C fois T. C'est la relation 2. En identifiant 1 à 2, on voit que I0 sur C, c'est K. Et K, c'est le coefficient directeur de la droite d'équation ici égale F de T. Ou bien la droite représentée ici. Graphiquement, comment on détermine le coefficient directeur? Il suffit de choisir deux points. K s'écrit delta ici sur delta T. En choisissant deux points, ce serait U2 moins U1 sur T2 moins T1. Sur la courbe, j'ai choisi deux points. Je cherche leur abscisse et ordonnée. T1 2 secondes, U1 2 volts. Et T2 4 secondes, U2 4 volts. Donc, application numérique, on retrouve K égale 1 volt par seconde. Et d'après la relation, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la capacité. La capacité C s'écrit C égale à quoi? C'est I0 sur K. Application numérique, vous avez I0 et vous avez K. Application numérique 0,5 10-6 sur 1. Donc, ça donne bien le résultat recherché, c'est C égale 0,5 microfarad. C'est 0,5 microfarad. Étude de la décharge d'un condensateur à travers une bobine. À l'instant t égale 0, on branche le condensateur précédemment chargé aux bornes d'une bobine d'inductance L, de résistance négligeable. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T du condensateur. La courbe de la figure 3 représente l'évolution Q de T. Voilà donc la courbe Q de T. Hein, voilà, on s'intéresse donc à l'équation différentielle. Nommer le régime, on va répondre à ces questions après. On s'intéresse à l'équation différentielle. Il faut partir du schéma. Un condensateur qui va se décharger à travers une bobine. Là, c'est la tension aux bornes de la bobine et la tension aux bornes du condensateur. La différence de potentiel, elles sont égales. Mais attention, le sens du courant, on le choisit de telle sorte que le condensateur sera présenté en convention récepteur. Mais attention, pour la bobine, c'est l'inverse. Puisque les deux flèches ici en même sens, pour la bobine, ce n'est pas la convention récepteur, c'est la convention générateur. Il faut faire attention par la suite à un signe moins. Donc ici égale UL. Les deux flèches en haut, et dans le même point A et B ici par exemple. Donc 1 sur CQ. Attention, faites attention ici, le courant et la tension en même signe, en même direction, sens, on va ajouter un signe moins. C'est moins LDI sur DT. Avec
I égale dq sur dt, et di sur dt, c'est la dérivée seconde de q par rapport au temps. Donc, 1 sur cq est égal à moins L d carré de q sur dt au carré. La suite, page suivante. L d carré sur dt carré plus 1 sur cq égale 0. Ou encore, en divisant par L, d carré sur dt carré plus 1 sur lc, q égale 0. C'est l'équation différentielle qui vérifie la charge q de t. La courbe de la figure 3 représente l'évolution q de t. Voilà donc la courbe q de t. Nommez le régime d'oscillation que montre le graphe de la figure 3. Vous voyez que q varie d'une fonction sinusoïdale par rapport en fonction du temps. Donc, on peut dire que le régime d'oscillation est oscillation périodique. Oscillation périodique non amortie. Oscillation périodique non amortie. Puisque l'amplitude ici ne diminue pas, ce sont des oscillations non amorties. La solution de l'équation différentielle est q de t égale q max cosinus de pt sur t plus phi. T, c'était 0. Et en exploitant le graphe, déterminer les valeurs de qm, t0 et phi. Attention, ici c'est t0. T0. Donc, vous voyez ici, qu'est-ce que ça veut dire Qmax? C'est l'amplitude des oscillations, ou bien la valeur de la charge maximale. On va tenir compte de cette échelle-là. Deux petits carreaux, c'est de 10 moins 4. Un petit carreau, c'est 10 moins 6, pardon. 10 moins 6 coulombs. Donc, voilà notre échelle ici. Et voilà la distance, c'est 3 carreaux, ou bien 1,5 unités. 1,5 fois 2, 10 moins 6 coulombs, ça donne que max est égal à 3, 10 moins 6 coulombs. T0, la période, voilà, vous voyez, mais il faut tenir compte de cette échelle. De gradation valent 0,157 millisecondes. Donc, combien de gradations? Vous avez 4 gradations. Donc, on va écrire ces 4 fois 0,57, ça donne T0 égale 0,628 millisecondes. On cherche maintenant phi. Pour t égale 0, à l'instant t égale 0, vous avez la charge est maximale. Q égale Q de 0 égale Q max. Donc, on remplace ici t par 0. Q de 0, c'est Q max, cosinus de pi sur t fois 0, plus phi. Mais il vaut toujours Q max, d'après la courbe. Donc, cosinus phi égale Q max sur Q max est égal à 1. Ça donne phi égale 0. Calculez la valeur de L. T0 égale 2pi sur oméga 0. C'est égal à 2pi racine de LC. Cela donne T0 au carré est égal à 4pi carré LC. Ou encore L égale T0 au carré sur 4pi carré fois C. Reste l'application numérique. On rappelle que C, c'est 0,5 microfarad. Et T0, c'est 0,628 millisecondes. Application numérique. Voilà. L égale 0,2 Henry. C'est écrit en milli-Henry. L égale 20 milli-Henry. Ici, expliquer quantitativement la conservation de l'énergie totale du circuit et calculer sa valeur. Déterminer la valeur maximale de l'intensité du courant dans le circuit. Dans le cas des oscillations libres non amorties, il n'y a pas de dissipation d'énergie par effet calorifique. Pas de résistance de la bobine, pas de résistance du conducteur ohmique. Il n'y a pas de conducteur ohmique, donc il y a conservation de l'énergie totale. Énergie électromagnétique notée E. On sait que E égale EE plus EM, mais ça reste constante. Si EE augmente, EM diminue. En choisissant une référence bien définie, on peut écrire E égale EE max plus 0. Lorsque l'énergie électrique est maximale, portée par le condensateur, l'énergie magnétique est nulle.
d'énergie emmagasinée dans la bobine. Mais lorsque l'énergie électrique est nulle, l'énergie magnétique est maximale. Ça reste toujours la même valeur, égale à une constante. E est égal à E max, je choisis, est égal à 1 demi de UC max au carré, mais on n'a pas UC max, on a la charge Q max. C'est pourquoi je l'écris sous cette forme, c'est 1 demi de CQ max au carré. Il reste maintenant l'application numérique. La quantité, on a vu que Q max c'est 3 10 moins 6, et la capacité du condensateur c'est 0,5 10 moins 6. Les calculs donnent E égale 9 10 moins 6 joules. Déterminer la valeur maximale de l'intensité du courant dans le circuit. Intensité maximale dans le courant. On a I de T est égal à dQ sur dt. On va dériver Q max cosinus de P T0 sur T. I de T, ça donne moins de Pi sur T0 Q max sinus de P sur T0 T. Est égal, ça s'écrit, puisqu'on cherche I, on va l'écrire sous forme de moins l'amplitude I max sinus de Pi sur T0 T. C'est-à-dire en identifiant I max c'est 2 pi sur T0, Q max. Application numérique, vous avez déjà la charge maximale et la période. Donc on trouve I0 égale 30 mA. Physique, exercice, évolution d'un système mécanique, partie 1. Ici, vous avez encore sur un plan incliné, je vais lire le texte. Les mouvements des systèmes mécaniques dépendent des natures des actions mécaniques qui leur sont appliquées. L'étude de l'évolution temporelle de ces systèmes permet de déterminer certaines grandeurs dynamiques, cinématiques et expliquer certains aspects énergétiques. Cet exercice vise à l'étude des mouvements de translation rectiligne d'un solide sur un plan incliné et à l'étude des mouvements du système oscillant solide ressort. Dans cet exercice, tous les frottements sont supposés négligeables. Mouvement d'un solide sur un plan incliné. On considère un système S de masse M susceptible de glisser selon la ligne de plus grande pente ici, d'un plan incliné faisant un angle alpha avec l'horizontale. Le solide S démarre son vitesse initiale à l'instant t égale 0 à partir de position O sous l'action d'une force F. F, voilà la force F. Supposée constante, ça s'appelle force motrice. Le solide S passe par la position A à une vitesse VA. On étudie le mouvement de ce centre d'inertie G du solide S dans un repère OI, lié à la Terre supposée galiléen, OI. L'abscisse de G à T égale 0 et XG égale 0. Les données, la masse G, alpha et VA égale de 4 mètres par seconde. En appliquant la deuxième loi de Newton, montré que l'équation différentielle vérifie par G s'écrit d carré de xg sur dt carré égale fm sur moins 1 g sinus alpha. La figure 2 donne l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Déterminer graphiquement la valeur de l'accélération du mouvement de G. Calculer l'intensité de la force F à partir de la position A. Le solide S n'est soumis à aucune force, n'est plus soumis, à la force F, c'est-à-dire on va éliminer F. Et elle s'arrête en un point B. Voilà. On choisit A comme nouvelle origine des abscisses et l'instant T, passage de G par A comme nouvelle origine des dates. En utilisant l'équation différentielle établie dans la question 1, montrer que le mouvement de G entre A et B est rectilinément et forme variée. Détermine la distance A. Donc on va commencer par l'équation différentielle. Le système étudié, c'est S. Le bilan des forces extérieures appliquées. D'abord le poids P. Le poids P, c'est une force verticale, le point d'application c'est G, voilà P. Puis la réaction du plan en absence de frottement, c'est perpendiculaire au plan, R. Puis la force motrice appliquée, c'est F. Application de la deuxième loi de Newton, sigma des forces extérieures égale MHG, P plus R plus F égale MHG. Il y a les trois forces. On va projeter cette relation sur l'axe OX, où s'effectue le mouvement. L'axe Y, on ne s'intéresse pas. On projette cette relation sur l'axe OX. Px plus Rx plus Fx, MAX. Attention, les composantes sont algébriques.
C'est après la projection qu'on doit faire intervenir le signe. md carré de x sur dt au carré, c'est l'accélération. Le poids. La projection de poids sur l'axe x donne px. Px c'est négatif et il y a une relation entre p et px. Et l'angle alpha ici c'est alpha. Donc c'est moins g sinus alpha ou bien moins p sinus alpha. Plus Rx c'est 0. Plus f est selon l'axe des x. Donc la norme de f c'est f. Donc est égal md carré de x sur dt carré. Moins mg sinus alpha plus f égale md carré de x sur dt carré. Soit encore d carré de x sur dt carré égale moins g sinus alpha plus fm. C'est la relation demandée. D carré de x sur dt carré est égal à f sur m moins g sinus alpha. La figure donne l'évolution de la vitesse v en fonction du temps. Déterminez graphiquement la valeur de l'accélération. Vous savez que a égale dv sur dt. Puisque le mouvement sur l'axe x, on peut écrire ai composante a fois i égale dv sur dt fois i. Ou encore a égale dv sur dt. Ou delta v sur delta t puisqu'il s'agit d'une droite. La dérivée c'est le delta à condition que la courbe soit une droite. Il suffit de choisir deux points, le premier point, le deuxième point, T1, V1 et T2, V2. Vous n'avez qu'à lire les valeurs de T1, V1 et T2, V2. On trouve A égale 1,25 mètres par seconde carré. Calculer l'intensité de la force F. On rappelle les données ici. D'après la relation déjà vue, moins g sinus alpha plus f est égal à md carré sur dt au carré est égal à ma. L'intensité de la force motrice s'écrit. F est égal à ma g sinus alpha. Application numérique, f égale 0,1, la masse fois 1,25 fois 10 sinus 30, f égale 0,57 newton. À partir de la position 1, le solide S n'est plus soumis qu'à la force motrice. N'est plus soumis à la force motrice, il s'arrête en B. On choisit A comme nouvelle origine des abscisses et l'instant du passage de G par A comme nouvelle origine des dates, ici. En utilisant l'équation différentielle établie en 1, montrer que le mouvement de G entre A et B est rectiligne uniformément varié. Déterminer la distance AB. Voilà l'équation retrouvée dans la question 1. Mais ici, la force égale 0, puisqu'on a éliminé la force. Et on a F égale 0. Donc, A, ou bien d carré de x, A, c'est d carré de x sur dt au carré. Attention, il manque ici au carré, dt au carré. Voilà, égale moins g sinus alpha. Vous voyez que A c'est une constante, car G c'est constante, alpha c'est constante, moins G sinus alpha donc c'est constante. Donc le mouvement de S est rectiligne uniformément varié. Détermination de la distance AB. Vous savez qu'en B la vitesse s'annule. L'expression de la vitesse V pour le mouvement rectiligne uniformément varié est V de t est égal à t plus V0. Ici, avec V0 c'est quoi? C'est VA égale de 4 mètres par seconde, A égale moins G sinus alpha égale moins 10 sinus alpha est égal à moins 5 mètres par seconde carré. La vitesse s'écrit V, B égale 0. Et on va chercher la date TB, où le solide atteint le point B, c'est-à-dire V égale 0. Il suffit d'écrire l'expression TVP est égal à moins VB, VA sur A. Et on a déjà vu les valeurs de VA et de A. Donc TB égale 0,48 secondes. Pour trouver la distance AB, il suffit de remplacer TB dans l'équation horaire. On rappelle l'équation horaire d'un mouvement uniformément varié. Il s'écrit x est égal à 1 demi at carré plus v0t plus x0. Avec A égale moins 5 mètres par seconde carré, v0 égale VA et x0 égale 0. Parce que nouveau origine des espaces et du temps. Ici, donc, x de t moins 2,5 t carré plus 2,4 t. Le solide S occupe le point B à la date TB.
égale 0,48. Il suffit de remplacer t par 0,48 secondes. Application numérique, voilà, plus, voilà, les calculs donnent 0,612 mètres. Dernier exercice, ou bien dernière partie de l'exercice 3. On considère le système solide S ressort représenté sur la figure 3. Ressort solide. Le ressort est aspire non jointive, l'axe horizontal de masse négligeable et de raideur K. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du solide S de masse M égale 100 g dans un repère O et G lié à la Terre supposée galiléen. À l'équilibre, Gx égale 0, c'est-à-dire on prend l'origine des espaces à la position d'équilibre. On écarte S de sa position d'équilibre d'une distance xm, on va l'écarter. Et on l'abandonne son vitesse initiale à l'instant t égale 0. Le solide S effectue 10 oscillations pendant une durée égale 3,4 secondes. Déterminer la valeur de la période propre Ts. Déduire la valeur de K, raideur du ressort. On choisit l'état où le ressort n'est pas déformé comme référence d'énergie potentielle élastique EPE. Et le plan horizontal contenant G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur EPP. La courbe de la figure 4 représente le diagramme d'énergie potentielle élastique EPE égale F de X. Voilà la courbe. EPE égale F de X. En exploitant le diagramme, déterminer la valeur de l'amplitude maximale Xm, l'énergie mécanique totale E mécanique du système oscillant, la variation maximale des mouvements, la vitesse maximale du mouvement de S. C'est facile. Donc, il suffit de lire le texte. Le solide effectue 10 oscillations pendant une durée. Donc, la période, c'est quoi? T0 delta T sur 10. C'est 3,14 sur 10. T0 égale 0,314 secondes. La question, c'est la valeur de K. T0 égale 2pi sur oméga 0. Avec oméga 0, c'est racine de K sur M. Donc, T0 égale 2pi racine de M sur K. On élève au carré. T0 sur 2pi au carré égale M sur K. On tire K égale 2pi carré sur T0 au carré fois M. Application numérique. Voilà. 2 fois 3,14 sur 0,314 au carré fois 0,1. Ça donne K égale 40 newtons par mètre. On choisit donc l'amplitude. On va répondre, on a déjà lu le texte. L'amplitude, d'après la courbe, c'est ça. L'amplitude maximale. Voilà. On a, voilà, l'amplitude max, c'est 0,4 mètres. C'est le double de 0,2 ici. L'énergie mécanique du système. On sait graphiquement l'énergie mécanique, c'est quoi? C'est l'énergie potentielle électrique maximale, ici. Il suffit de voir ici, vous avez 8, et 8, 16, et 8, 24, pardon, et donc 8, 1, 2, 3, 1, 8 fois, pardon, 1, 8 et 8, 16, et 8, 24, et 8, c'est 32. Mais on peut vérifier analytiquement. En appliquant la conservation de l'énergie mécanique totale. Ce n'est pas demandé. On peut utiliser directement le graphe. E égale EPE plus EC égale une constante. E égale EPE max plus 0 égale 0 plus EC max égale une constante. Donc, c'est égal à 1 demi de Kx max au carré. Puisque l'énergie potentielle élastique ici, la vitesse ici s'annule. Lorsque x égale x max, la vitesse s'annule, l'énergie cinétique n'est pas égale à 0. Donc égale 0,30 joules, ou encore 30 millijoules. C'est ce qu'on peut lire directement, voilà en millijoules, et 8 c'est l'échelle, il suffit de multiplier 8 par 4. Voilà, on lit graphiquement la même valeur. La vitesse maximale du mouvement de S. Vous savez que l'énergie totale mécanique est égale à EC max, est égale à 1 demi de mv max. Parce que lorsque la vitesse est maximale, c'est la position d'équilibre. L'énergie potentielle élastique est nulle. Donc V max c'est 2E sur M, au carré bien sûr. V au carré max c'est 2E sur M. V max égale racine de 2E sur M. V max égale racine de 2 fois 32 10 moins 3 sur 0,1.
vous trouverez Vmax égale 0,8 mètres par seconde. Et c'est la fin. À la prochaine séance.